Très bien. On va voir les différenciations morphologiques de la membrane. On a vu ce matin quelle était la membrane plasmique, quelle était son implication, l'implication de sa structure dans ses différentes fonctions et quelles étaient la fonction de la membrane par rapport à la cellule, c'est-à-dire comme un facteur délimitant, comme un facteur impliqué dans l'organisation architecturale cellulaire, dans la communication cellulaire, dans l'adhésion cellulaire et dans la perméabilité cellulaire. Maintenant, on va rentrer un peu dans le détail pour voir quelles sont les structures propres de cette membrane et quelle est la relation entre sa structure et son fonctionnement. Très bien. Donc, on va voir quelles sont ces différenciations membranaires, quelles sont ces différenciations. Désolé, on vient de commencer. Quelles sont les différenciations membranaires? Très bien. Donc, nos objectifs aujourd'hui, maintenant, seront d'identifier et de localiser les spécialisations morphologiques de la membrane. Ce sont les différenciations membranaires. Et avec des exemples, au niveau de quelques cellules polarisées, c'est-à-dire des cellules qui ont un pôle apical et un pôle basal, les entérocytes, les cellules rénales, les cellules épididémaires, les cellules auditives. Donner l'ultrastructure des spécialisations apicales, microvillosité et latérobasale, les interdigitations, la zonula occludens, la zonula adhérens, la macula adhérens, etc. Gap et imidismosome. Comparer les fonctions et des différenciations apicales et des différenciations basales. On va essayer de comparer entre les constituants apicaux et les constituants basaux. Donner la composition moléculaire de la microvillosité. Comparer les compositions moléculaires et les fonctions des dispositifs jonctionnels dans les différents types cellulaires. Puis définir la notion de complexe jonctionnel. Donc on va essayer d'avancer dans ce cours. La suite, on la verra dans la prochaine séance. Introduction à la notion de polarité cellulaire. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule polarisée? Ça, c'est une cellule qui n'est pas polarisée. Une cellule sans polarité. Contact avec la matrice extracellulaire est identique par toute la surface. La cellule, elle n'a pas de polarité, elle n'a pas d'architecture propre polaire. D'accord? Vous voyez que la représentation membranaire est égale sur toute la surface. Ça, c'est une cellule polarisée, c'est-à-dire qu'elle représente des régions. Ça, c'est une région apicale, ça, c'est la région basale, et ça, c'est les régions latérales. Les régions latérales sont en communication avec les cellules voisines. La région basale est en communication avec les tissus conjonctifs et les vaisseaux sanguins. Et la partie apicale est en relation avec la lumière. Ça peut être une lumière digestive, ça peut être une lumière urinaire, ça peut être une lumière sexuelle d'un organe fécondant. L'essentiel, c'est que quand c'est une cellule polarisée, elle est en relation avec le son d'un côté et une lumière de l'autre. Et elle va constituer un moyen indirect de communication entre la lumière et le son. Parce que notre organisme est en éternelle communication entre le milieu interne, représenté par le sang, le milieu intracellulaire, le milieu interstitiel, la lymphe, et le milieu extérieur, représenté par nos différents tubes qui sont en contact avec le milieu extérieur, c'est-à-dire notre tube digestif, notre tube urinaire, etc. Les différents milieux, le milieu extérieur et le milieu intérieur qui le sont en communication via des cellules. Ces cellules sont polarisées. Un pôle est orienté vers la lumière et un pôle est orienté vers le tissu conjonctif et la circulation sanguine. Très bien. La notion de polarité cellulaire. Dans une cellule orientée ou polarisée, la membrane différencie trois faces de contact avec le milieu extracellulaire. Donc trois parties. Une partie où il y a un pôle apical en contact avec la lumière, une partie avec la lame basale ou matrice extracellulaire ou tissu conjonctif, et une partie latérale, ce sont les faces latérales qui sont en contact avec les membranes voisines, comme on vient de dire. Très bien. Donc, la notion de différenciation morphologique de la membrane, les trois faces de la membrane présentent des spécialisations propres à chacune d'elles. On a dit qu'on a une cellule, la cellule a trois types de surfaces, une surface apicale, une surface basale et une surface latérale. Il y a une face latérale. Les faces latérales sont en communication avec les cellules voisines, les faces apicales sont en communication avec la lumière, les faces basales sont en communication avec la lame conjonctive, la lame basale.
conjonctive. Très bien. Chacune de ces parties est en relation avec quelque chose. Cette relation lui donne une fonction qui lui est spécifique. J'ai des fonctions spécifiques au pôle basal, j'ai des fonctions spécifiques au pôle apical, j'ai des fonctions spécifiques aux faces latérales. Pour réaliser ces fonctions, pour que le pôle apical puisse réaliser ses fonctions, pour que le pôle basal puisse réaliser ses fonctions, il faut qu'il y ait des structures propres. Des structures propres. Le pôle apical doit avoir une morphologie propre à lui. Le pôle basal doit avoir une morphologie propre à lui. Les deux doivent avoir des structures propres à elles pour pouvoir réaliser ces fonctions. Donc, j'ai des différenciations apicales, des structures qui sont présentes dans le pôle apical. J'ai aussi des différenciations basales, des structures qui sont contenues dans la face basale seulement. Et j'ai aussi des différenciations latérales, des composants qui sont situés dans la face latérale seulement. Pourquoi? Pour pouvoir réaliser les fonctions spécifiques à cette partie de la membrane. D'accord? On est d'accord? Très bien. On commence par les différenciations apicales. Les structures membranaires qui sont présentes juste sur la partie apicale et qui sont censées pouvoir aider à la réalisation des fonctions du pôle apical. Les différenciations apicales sont appelées microvillosités. Elles sont appelées microvillosités. Très bien, ce sont des évaginations membranaires, microvillosités, caractérisées par un arrangement typique selon le tissu. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'au niveau du pôle apical, ça c'est une cellule polarisée, un pôle basal, un pôle apical. Un pôle basal et un pôle apical. Au niveau du pôle apical, je peux avoir des microvillosités. Les microvillosités sont des évaginations. Évagination, c'est le contraire de invagination. Invagination, c'est quelque chose qui entre. Évagination, c'est quelque chose qui sort. D'accord? C'est quelque chose qui sort. Donc, évagination, ça sort. Invagination, ça entre. Évagination, ça sort. Invagination, ça entre. Donc, les microvillosités sont des évaginations. C'est quelque chose qui sort de la cellule. Très bien. Et on nous dit que ces évaginations ont des structures particulières, elles ont des organisations particulières d'une cellule à l'autre. Ce sont des évaginations membranaires caractérisées par un arrangement typique selon les tissus. Les microvillosités ne sont pas identiques dans toutes les cellules. J'ai plusieurs types de cellules qui contiennent des microvillosités. Les cellules intestinales contiennent des microvillosités, les cellules rénales contiennent des microvillosités, les cellules épidermales contiennent des microvillosités, mais chacune de ces cellules possède des microvillosités qui lui est spécifique. Et ces microvillosités, les microvillosités de chaque type de cellule possèdent des organisations particulières, possèdent une organisation particulière. Très bien. Au microscope photonique ou au microscope optique, on peut avoir plusieurs types d'organisations. Des microvillosités. Les microvillosités vont s'organiser sous forme de plateaux striés, de bordures en bronze ou là de stéréocytes. Plateaux striés, bordures en bronze, stéréocytes. Plateaux striés, bordures en bronze et stéréocytes. Très bien. Les stéréocytes, on va les voir plus tard sur les cellules épidermales. Il ne faut pas confondre entre stéréocytes et cils. Les cellules bronchiques. Vous connaissez les cellules bronchiques, on en a parlé de barre. Elles possèdent des cils. Les cils qui sont impliqués dans quoi? Dans le chassement du mucus. C'est des cils. Donc les cils, c'est une chose. Et les stéréocytes, c'est autre chose. On est en train de parler des stéréocytes. Les stéréocytes sont des microvillosités. Les stéréocytes sont des microvillosités. Donc, nous avons trois types d'organisation des microvillosités. Soit c'est des plateaux striés, soit c'est de la bordure en bronze, soit c'est des stéréocytes. Le plateau strié et la bordure en bronze, on nous dit ici, on les retrouve surtout dans les cellules absorbantes, dans les cellules qui peuvent réaliser des réactions d'absorption. Quelles sont les cellules qui peuvent réaliser des réactions d'absorption? Ce sont les cellules intestinales et les cellules rénales. Les cellules intestinales et les cellules rénales. La cellule rénale, elle absorbe, la cellule intestinale, elle absorbe les nutriments, c'est clair. La cellule rénale, elle absorbe quoi? L'eau? Oui. La cellule rénale.
l'intestin chaud. Et où le rein? Très bien, voilà. Donc le rein, il est impliqué dans la réabsorption. Ce n'est pas de l'absorption, c'est de la réabsorption. On va voir les différents phénomènes rénaux. Il faut savoir que le premier phénomène rénal, c'est la filtration, comme a dit votre camarade, c'est la filtration glomérulaire. La filtration glomérulaire va faire en sorte que tout le sang, tous les constituants du sang dont le poids moléculaire est inférieur à 50 kg d'alcool, c'est-à-dire toutes les molécules qui constituent le sang, à part les cellules et à part les grosses protéines, vont être filtrées. Elles vont sortir des vaisseaux sanguins pour aller dans les tubules rénaux. Pour aller dans les vaisseaux urinaires. En bas, il y aura une réabsorption. C'est la fonction rénale. Donc je vais réaliser une filtration glomérulaire, puis une réabsorption, puis une sécrétion, puis une excrétion pour éliminer les urines. Ça peut nous stimuler. Pourquoi? Parce qu'avec cette notion, je peux vous dire maintenant que toute l'eau que vous buvez, on va aborder ça après d'une autre façon. Toute l'urine que vous urinez est venue du sang. Et toute l'eau que vous buvez, avant d'aller aux urines, elle passe par le sang. Donc, pour être éliminé dans les urines, il doit passer par le sang. D'accord? Toute l'eau que vous buvez pour pouvoir aller dans les urines, elle doit passer par le sang. Est-ce que c'est bien de boire beaucoup d'eau? Il faut... Je comprends? Eh bien, c'est le contraire. Plus on est petit, plus le pourcentage ou le taux de l'eau dans notre organisme il est important. Un nouveau-né, il a un taux d'eau qui atteint 75%. 75% de son eau et de son organisme est constitué d'eau. Alors qu'une personne âgée, le taux, il va peut-être 55%, 60%. À la vie, il faut faire très attention au vomissement et aux diarrhées de l'enfant. C'est un problème de santé publique. La diarrhée chez l'enfant. D'accord? Mais c'est faux. D'accord? C'est très faux. La déshydratation chez l'enfant, elle peut le tuer. Déjà, c'est des chapitres très importants sur la pédiatrie. Une diarrhée, elle ne tue pas un adulte, sauf si c'est une diarrhée anormale, qui la diarrhée colérique, la diarrhée typhoïde. Une diarrhée banale, elle n'est pas très nocive chez un adulte. Ça, chez un nouveau-né ou un enfant, elle tue très facilement l'enfant. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Les périodes sèches ou les périodes de la canicule, il faut faire boire son enfant. Beaucoup. Là, c'est la notion entre eau ou l'élémentaire. Quelque chose comme ça. Mais l'eau, elle est très bénéfique à l'enfant, il faut lui donner. D'accord? Très bien, parce que l'enfant se déshydrate très facilement. Parce que les taux échangeables sont plus importants, d'accord? Etc. Ce n'est pas la peine d'entrer dans ces détails. Le taux d'eau chez un nouveau-né est beaucoup plus important. Donc, quand il y a une diarrhée, il y aura une déshydratation extracellulaire, elle va se transformer en déshydratation intracellulaire. L'enfant peut aller vers un coma et mourir. Donc, la question que je voulais vous poser, est-ce qu'il faut boire beaucoup d'eau? La réponse est oui, jusque-là. On peut vous dire que l'eau minérale et l'eau de source que vous êtes en train de boire est riche en résidus secs. La dernière notion comme la composition de l'eau résidus secs à 180 degrés. Donc plus il y en a, plus l'eau est dangereuse. Parce que les résidus secs, ils sont très difficilement filtrés par le rein et ils peuvent devenir très nocifs. Donc la meilleure eau qu'on peut boire, c'est l'eau naturelle des fruits. Parce que c'est une eau dépourvue de résidus secs.
Donc يتشربوا الماء تاع الدلاع والماء تاع le melon والماء تاع les oranges, c'est de l'eau. L'eau des fruits, c'est une eau qui est très très bénéfique. L'eau minérale, صح, elle a des bienfaits تاعها, mais elle peut avoir des méfaits. Les méfaits ne doivent jamais, pour l'instant, jusqu'à ce qu'il y ait des études assez sérieuses, il n'y en a pas pour l'instant, qui peuvent nous prouver que pour l'instant, il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau en moins 1,5 litre, 1,5 litre à 2 litres par jour. 8 verres d'eau par jour. 8 verres d'eau par jour. Très bien. En fait, il faut boire de l'eau jusqu'à avoir une urine blanche, transparente. 1. 2. Il faut boire de l'eau jusqu'à ne plus avoir soif. Quand vous avez soif, le fait d'avoir soif, cela veut dire que vous êtes en train de souffrir. Cela veut dire que l'osmolarité au niveau de vos vaisseaux sanguins, elle est supérieure à 285 milliosmoles par litre. Ça veut dire qu'il y a une sécrétion de l'ADH. Et c'est cet ADH qui stimule les centres de la soif et qui augmente la rétention urinaire, la rétention d'eau au niveau du tube contourné distal et du canal collecteur au niveau du rein. Maintenant, avoir soif, c'est déjà un signe d'alerte et un signe d'alarme. Pourquoi c'est un signe d'alarme? Parce que l'osmolarité est importante, et deuxièmement, plus vous vous laissez avoir soif maintenant, plus vous allez vous habituer à la soif. Et quand vous vous habituez à la soif, vous n'allez plus avoir soif. Et quand vous n'avez plus soif, c'est dangereux. C'est pour cela que les personnes âgées changent. Est-ce que vous savez que les personnes âgées donc donc j'ai une personne qui habite avec moi, un exemple. Supposons que vous avez une personne âgée qui habite avec vous, تكمليها في une journée. لازم تكمليها في une journée. معناتها مور ما تفطري تشربي، مور القهوه تشربي بالحساب، ما تشربيش بالعطش ولا بلونفي دو بوار. Et vous aussi, il ne faut pas vous laisser avoir soif parce que plus vous avez soif maintenant, moins vous en aurez plus tard et vous allez faire souffrir votre organisme. D'accord? Très bien. Donc le rein réabsorbe l'eau. Ce n'est pas une première absorption qu'on peut comparer à l'absorption intestinale de l'eau. C'est une réabsorption. Les plateaux striés et la bordure en brosse, les cellules intestinales ou les cellules rénales. Les stéréocytes, on va les voir, les cellules épidémiques. Différenciation apicale toujours, les microvillosités, structure en microscope photonique. Le pôle apical des cellules intestinales, entérocytes, différencie un plateau strié. Vous voyez que le plateau strié, la notion de plateau strié, c'est une notion, tu as le microscope photonique. Parce que quand je fais un microscope photonique, on remarque un plateau. Un plateau qui contient des stries. À la base, c'est un plateau strié. Coupe diagramme de la paroi de l'intestin grêle, voilà. Voilà, la coupe de diagramme. Hadouma c'est quoi? Hadia, choufou, mleh. Hadia, c'est le tissu conjonctif, on est d'accord? Musculeuse, séreuse, blablabla, sous-muqueuse. Ça, c'est la muqueuse. Ça, c'est le tissu conjonctif. Ça, ou là. Hadouma, ce qui est en vert, c'est les vaisseaux lymphatiques. Ce qui est en rouge, c'est les vaisseaux artériels, c'est les artères. Ce qui est en vert, c'est les veines. Jayid. Hadia, c'est la lumière intestinale. Ça, c'est la lumière intestinale. Ça, c'est quoi? C'est une villosité intestinale. Une villosité intestinale. Je suis désolé. Hadia, c'est une villosité intestinale. On est d'accord? C'est quoi? C'est des entérocytes, c'est des cellules intestinales. فهمتي بلي هاديه c'est une cellule. فهمتي كامل بلي هذا c'est le pôle apical وهذوما c'est des microvillosités. Et non, justement. D'accord. Donc هاديه كامل c'est l'intestin. هذه قطعة من معين دقيق. D'accord, ça c'est l'intestin. وهذه c'est une villosité intestinale. La villosité intestinale الداخل elle est constituée de ces cellules. Ce sont les cellules intestinales, ce sont les entérocytes. Chaque entérocyte dans son pôle apical, chaque entérocyte dans son pôle apical, il possède des microvillosités. واش نديرو نحكموا هاد لا بارتي ونكبروها
et on aura une villosité intestinale. La villosité intestinale est constituée par un ensemble d'entérocytes. Donc, tu vois les noyaux. Chaque noyau correspond à une cellule. Donc, ce sont des entérocytes. Ou les entérocytes qui des microvillosités. Des microvillosités à la surface de chaque entérocyte. Donc, la villosité intestinale, elle est composée par des entérocytes. Dans le pôle apical de chaque entérocyte, j'ai des microvillosités intestinales. Donc, on peut voir l'intestin يلتف. ومع داخل la cellule intestinale, la membrane تلتف. Pourquoi? Pourquoi tout cet arrangement là? Très bien, pour augmenter la surface d'échange. La surface d'échange intestinale, elle est de 300 mètres carrés. 300 mètres carrés, c'est énorme. 300 mètres carrés, c'est la cour à peu près. D'accord? Dans l'intestin, d'accord. C'est beaucoup. 30 mètres fois 10 mètres. C'est beaucoup. Dans l'intestin, d'accord. Grâce à quoi? Grâce à ces replis. D'accord? Donc, il y a un repli, une petite distance, on va faire 10 mètres. Dans chaque villosité, il y a des cellules. Au niveau de chaque cellule, il y a des microvillosités. Vous comprenez? Donc 300 mètres carrés grâce à ces structures. L'intestin de l'être humain est divisé en 3 parties. Duodénum, jejunum, iléum. 12 والعفج. شو هو العفج؟ شفتوه في الصيام. واسمه الآخر le jejunum الصائم. اليوم اسمه اللفائف. هادشي صوم. جيجونوم من جالي جيجونوم. جو نسي با علاش اسمه الصائم. بالك هذاك السيد اللي فتحوه لا بروميير فوا اللي سماه جيجونوم. نهار فتحوه لقاوه فارغ ما فيهش لو كيلوس ولا ان تروك كوم سا. جو نسي با. ولا كان صايم. هاي. Chaque villosité est recouverte d'une couche de cellules intestinales appelées entérocytes. Je suis désolé, mais... Très bien. On continue. Très bien. Différenciation apicale toujours dans les microvillosités. Structure au microscope photonique, la région apicale des entérocytes différencie un épicissement uniforme. Un épicissement uniforme, c'est le plateau strié. C'est un épicissement uniforme. Cette information est très importante. On est en train de nous dire que les microvillosités au niveau du pôle apical de la cellule intestinale se ressemblent. Kamel kif kif. Elle est bien déroulée un plateau strié. Elles sont uniformes, elles ont la même taille, qui troche واحد يدير coupe ras. D'accord, coupe égale. L'essentiel. Kamel kif kif. Quand on tend le gazon, on a retour kamel kif kif. Ils ont la même longueur. Très bien. Ça, c'est les cellules caliciformes sécrétrices pour grossissement de l'épithélium intestinal. On continue. Notion de différenciation morphologique toujours, différenciation apicale toujours, les microvillosités toujours. Ce sont des évaginations membranaires, microvillosités, caractères. Il y a des diapositives qu'on est en train de revoir. Le plateau strié, on va voir la bordure en brosse. Très bien. Différenciation apicale toujours, microvillosité, on va voir la bordure en brosse. La bordure en brosse, regardez, on prend une coupe histologique d'un rein. Le rein est formé par des pyramides, c'est la pyramide rénale. Il faut savoir que le rein est divisé en 2 parties, une partie périphérique et une partie centrale. La partie périphérique est le tissu le parenchyme rénal proprement dit. La périphérie, le centre, la partie centrale, la partie médulaire, la partie apicale des pyramides de Malpighi, on a les calices. Les calices, qui sont des calices mineurs, des calices majeurs, on a le bassinet, c'est l'urétère. L'urétère va aller vers la vessie. Donc, la partie périphérique qui contient le parenchyme rénal, il faut savoir que l'unité structurale et fonctionnelle du rein est représentée par le néphron. Néphron vient le mot néphros, qui veut dire rein en grec.
Quelles sont les deux disciplines médicales la médecine qui étudie les reins? On a l'urologie ou la néphrologie. La néphrologie étudie la partie parenchymateuse, la partie fonctionnelle de rein, l'équilibre acide-base, d'accord, l'insuffisance rénale, c'est surtout la partie médicale, biochimique et métabolique du rein, c'est-à-dire la néphrologie. L'urologie, c'est l'étude des elle étudie les voies urinaires et la partie chirurgicale. L'urologie, c'est une spécialité chirurgicale. C'est une spécialité chirurgicale, c'est la chirurgie des voies urinaires. C'est la chirurgie des voies urinaires. Très bien. Donc voici l'unité structurelle et fonctionnelle de le rein. Le rein, la base du travail, la base de la fonction du rein est basée sur le fonctionnement de ce néphron. هذا هو le néphron. Chaque rein contient 1 million de néphrons. Chaque rein contient 1 million de néphrons. Donc nous avons en moyenne 2 millions de néphrons. Regardez, c'est quoi le mode de fonctionnement du néphron. Nous n'allons pas le détailler. Vous allez voir cela en physiologie rénale. Donc le rein est divisé en deux parties, la partie vasculaire et la partie tubulaire. La partie tubulaire, c'est la partie où circulent les urines, la première formation des urines et les urines finales, prêtes à être éliminées au niveau extérieur. Et ça, c'est la partie vasculaire. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y aura du sang qui va arriver vers le rein, il va être filtré au niveau du globule rénal, puis il va sortir. L'eau qui sort d'ici vers ici, elle va se retrouver au niveau des tubules. Au niveau du tubule, le tubule est divisé en plusieurs parties. Le tube contourné proximal, le tube contourné proximal, le tube contourné proximal. On va le lance de Henle, la partie hadia. Lance de Henle avec une branche descendante, une branche ascendante, le tube contourné distal, puis le canal collecteur. Puis le canal collecteur. Donc, l'eau, elle sort d'ici vers ici. On appelle cela l'ultrafiltrat. L'ultrafiltrat va subir une réabsorption. La réabsorption, elle va réabsorber l'eau. L'eau va se retrouver au niveau du milieu interstitiel et du milieu interstitiel, il va migrer vers ces vaisseaux. Les vaisseaux sont les vaisseaux du vasa recta. Les vaisseaux du vasa recta. Donc, on a deux types de vaisseaux au niveau du rein. On a les vaisseaux glomérulaires, on a les vaisseaux du vasa recta. Les vaisseaux du vasa recta vont récupérer l'eau. Ils vont aller vers l'organisme. L'essentiel, on a dit l'eau, elle sort d'ici. C'est la filtration. La réabsorption. La réabsorption, c'est quoi? J'ai éliminé l'eau, les urines, je vais la réabsorber. Ou je la réabsorbe son déchet. Je réabsorbe ce dont j'ai besoin. Donc, filtration, je vais éliminer la créatinine, je vais éliminer l'urée, je vais éliminer l'acide urique, je vais éliminer tous les déchets. Je vais réabsorber l'eau qui m'est bénéfique. C'est-à-dire, c'est la première et la deuxième étape. La filtration puis la réabsorption. Il y a des molécules dont je n'ai pas besoin. Comme je vais parler quand même de filtrage, je vais faire une sécrétion. Donc ça sera une filtration, puis une réabsorption, puis une sécrétion. La sécrétion concerne les molécules à éliminer mais qui sont en excès, que je n'arrive pas à éliminer par la filtration. Donc il y a une filtration, puis une réabsorption, puis une sécrétion, puis de cela l'excrétion urinaire, l'élimination des urines vers le milieu extérieur. Très bien. Donc vous voyez qu'il y a une communication très importante entre le système vasculaire et le système urinaire et le système tubulaire. Cette communication nécessite qu'il y ait au niveau des cellules rénales, qui est les cellules rénales. Les cellules tubulaires. Les tubules, d'accord? C'est la paroi de ces tubules qui est recouverte ou qui est formée par les cellules rénales. Donc voilà, la lumière rénale. La lumière rénale, c'est quoi? C'est la lumière des tubules. D'accord? Donc, le cas de tuyau. Tu vois le tuyau, le tuyau, on fait une coupe, je vais l'étudier. On a une bordure en brosse. Épaississement irrégulier, ondulé de la région apicale des cellules rénales. Donc la bordure en brosse, contrairement au plateau strié, elle est irrégulière. La bordure en brosse est irrégulière.
la bordure en brosse est irrégulière. La bordure en brosse, contrairement au plateau strié, est irrégulière. La bordure en brosse, contrairement au plateau strié, est irrégulière. Le plateau strié est régulier. Le plateau strié est régulier. Le plateau strié est régulier. La bordure en brosse est irrégulière. La bordure en brosse est irrégulière. La bordure en brosse, nous la retrouvons dans la cellule rénale. Le plateau strié, nous le retrouvons dans la cellule intestinale ou l'entérocyte. Ça, c'est la lumière rénale. هنايا راهم كاينين les urines. هنايا كاين les urines. واش ندير une réabsorption ou ندير une sécrétion. La réabsorption, c'est pour absorber l'eau et les nutriments dont j'ai besoin les urines. Ou la sécrétion, c'est pour éliminer les éléments dont je n'ai pas besoin et qui sont dans le sang. Les deux informations principales, c'est que j'ai une microvillosité. La microvillosité est une différenciation apicale. Elle est retrouvée au niveau des cellules. Oui, il y a des échanges entre le milieu extérieur et le milieu interne représenté par le sang. Nous avons vu deux exemples, l'exemple de la cellule tubulaire rénale et l'exemple de l'entérocyte. Au niveau de l'entérocyte, j'ai des plateaux striés. Quelles sont les caractéristiques des plateaux striés? C'est une organisation régulière, uniforme, homogène des microvillosités. Quelle est le deuxième type? Ce sont les bordures en brosse. Les bordures en brosse sont retrouvées au niveau des cellules tubulaires rénales et elles sont irrégulières. Elles sont irrégulières. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Continuons. Très bien. La différenciation apicale, toujours, on est en train de parler des microvillosités. On va passer maintenant au stéréocyle. Très bien. Les stéréocyles sont des évaginations, toujours, des évaginations. Maintenant, c'est quelque chose qui sort, qui prolonge la cellule. Ce sont des évaginations longues de la membrane apicale, regroupées en pinceaux dans l'épididyme ou organisées en rangées dans les cellules odétiques. Soit elles ont une organisation en pinceau. تعرفوا كيفاش داير البانسو؟ شكون يديسيني؟ شكون يدير لا بينتور؟ CM. Ça, c'est un pinceau. On touffe, oui. Hey, how pencil? Chadra. Ça, c'est un pinceau. Là, là. Non. Oh. Ça, c'est un pinceau. Haka derrière le pinceau. D'accord? Donc, ils ont des structures en pinceau, l'épididyme. Ou là, l'épididyme, j'ai dit? Non? L'épididyme, c'est des voies. C'est les voies sexuelles, c'est les voies génitales. On est en train de parler de leur paroi. La paroi, il y a des cellules. Les cellules, il y a des prolongements. Ce prolongement, il est situé où en fait? Il est situé dans une voie, un canal, le canal épididymaire. Le canal épididymaire est constitué par un ensemble de cellules. D'accord? Par un ensemble de cellules. Ces cellules possèdent des prolongements. Ces prolongements, la zone, d'accord? Donc, ce pinceau, il représente les stéréocyles qui sont présents à la surface ou au pôle apical des cellules épididymaires de la paroi épididymaire. D'accord? Très bien. Déjà, il représente des microvillosités. Ce sont des microvillosités. Au niveau de l'oreille interne, elles sont organisées en rangées. Regardez comment est organisée l'oreille interne. L'oreille interne, j'ai une surface cellulaire, ou bien j'ai des rangées. Ou bien j'ai l'endolymphe qui va faire bouger les cils, etc., etc. Vous savez très bien que l'audition passe par des vibrations
auditives. Les vibrations auditives vont bouger le tympan va faire en sorte qu'il y ait un choc entre le marteau, l'enclume et l'étrier. L'étrier va bouger, en bougeant il va faire bouger l'endolymphe. L'endolymphe va bouger les stéréociles, d'accord, des stéréociles ماشي les cils اللي جايين برا الشعر تاع الودنين. On est flore interne, d'accord. Très bien. وشنو على بالك؟ خاطش انا je les ai dessinés comme des cils. هما ils ont une anatomie, ils ont une structure هكا ولا يبانوا لك des cils, des stéréociles. Voilà. C'est mieux comme ça. Très bien. Donc, en bougeant, il va changer le comportement des cellules, ou les cellules vont commencer à sécréter ou arrêter à sécréter certains neurotransmetteurs comme le glutamate, etc. Le message va être transmis vers le nerf auditif, le nerf auditif, donc vous, toutes ces réactions, subhanallah, sont en train de se passer de c'est intéressant, non? Par ma voix, je suis en train de faire vibrer l'air, c'est quand même fascinant. La tonalité de la voix va changer le mode de vibration. Ou avec le changement de mode de vibration, il peut يعرفكم في les différentes voix. La vitesse de la c'est selon les ondes envoyées, oui. T'as dos. لا la voix c'est سرعة الصوت 340 متر في الثانية. الضوء c'est la vitesse de la lumière, c'est la célérité. ما فهمتش شنو حابة تقولي؟ قلت لكش انايا لي موا رابيد تاع الضوء. انا قلت لكم برك سي رابيد. la célérité c'est oui. La voix interne elle n'est pas reconnue. كي تحبي تسمعي صوتك غلقي هكذا ولا سمعي ان انغيسترمون في التليفون تلقاي بلي صوتك. Je ne sais pas en quoi c'est important. خلاص انت واش يساعدك مبعبع ولا ماشي مبعبع؟ كيف ما لا en quoi ça vous dérange؟ ولا ما على بالك واش معناتها مبحبح؟ تعرفي عباد صوتهم مبحبح على لونتيرم؟ لا كي تبحبح كاين دي جونس يعيطوا ولا بحبحين كاين اللي يجي نورمال بحبحين هذوما ما نعرفهمش ما تعرفي حتى واحد يقولوا صوت مبحبح ولا ما يسمعوش مبحبح. Voilà, donc vous faites la même considération تاع les gens اللي يقولوا لهم صوتكم مبحبح على روحك. Donc le problème n'est pas votre propre considération de votre voix. Le problème c'est votre considération de le terme mbahbah. هذا ما كان. Oui, c'est clair. Oui. Oui. Les? Oui. Oui. Sourd mais pas muet. يهدر لا sourd ولا muet sourd ما يهدرش. Oui. Non. Parce que l'acte de parler est un acte volontaire. Et nous choisissons انا ماشي كي راني نسمع مور ما نهضر. D'accord. Oui. لا الطبيبة شوفي كاين il y a plusieurs types de surdité. كاين la surdité de perception, كاين la surdité de transmission. Cela dépend de la surdité dont vous parlez. Si c'est une personne sourde خاطر جاتها une méningite où il y a une atteinte à l'oreille interne بصح donc هذه تاع l'oreille تاع الصغار de l'intérieur ça ne peut pas exister chez lui. D'accord. Si il y a une atteinte تاع le nerf auditif تاعو ما يمكنش يسمع. D'accord. Mais si c'est une surdité de transmission avec حاجة أخرى on ne prend pas dans cette étape. D'accord. Vous allez étudier ORL ou 6e mois, Inch'Allah.
Et vous allez voir la physiologie de l'audition, etc., etc. Donc, tu es de l'intérieur parce que vous donnez que vous bouchez un barra. D'accord? L'oreille interne, elle fonctionne. Ou la surdité n'est pas totale. Très bien. Non, bien sûr. Je vous publie. Il faut rester connecté. D'accord? Mais j'aimerais bien de la Ou non? Mais de l'orage samedi. On va voir. ما فهمتكش انت صافي ما كاينش حاجه samedi. D'accord. Merci beaucoup. راك سلامة. D'accord. Donc on va essayer de trouver un consensus. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Très bien, très bien. Donc, elles sont organisées en rangées dans les cellules auditives. Localisation dans les cellules sensorielles. Vous voyez donc les cellules, les plateaux striés et les bordures en brosse, les cellules d'absorption. Les stéréocytes, on les trouve dans les cellules sensorielles. Ils sont impliqués dans les organes de sens. Et l'épidédime, oui, j'ai oublié l'exemple de l'épidédime, où on a les pinceaux, d'accord? Donc on a deux types de stéréocyles. Les stéréocyles en rangée qu'on retrouve l'oreille interne, ou les stéréocyles en pinceau qu'on retrouve dans l'épidédime. Très bien, très bien. Donc, il nous rappelle que les stéréocyles ne sont pas les cils. Les stéréocyles qui marquent le comorbé, les stéréocyles et les cils sont deux choses complètement différentes. Très bien. Aspect ultrastructural, on va voir la taille, la répartition et l'espace intermicrovillositaire. Micro-V, c'est microvillosité, hein, d'accord? Ça veut dire microvillosité. On va voir leur taille, leur répartition et les espaces qui les séparent. Très bien. Aspect ultrastructural. Le plateau strié correspond à des microvillosités de même taille et régulièrement espacées. On l'avait dit, on a de même taille comme un gazon tendu. Elles sont de même taille, de même longueur et avec le même espace intervillositaire. Elles sont régulièrement espacées. Entérocytes en MET, au pôle apical, la membrane se replie en microvillosité égale. Vous voyez, on a des microvillosités. Regardez, c'est une jolie image. Voici les jonctions intercellulaires. Ça, c'est le pôle latéral, c'est les faces latérales. Et ça, c'est le pôle apical. Regardez, c'est des rectangles qui se ressemblent. C'est très égal. Très bien. Bordure en brosse des tubules rénaux. Par contre, les bordures en brosse, c'est un peu irrégulier. Hein? Donc, elles sont les microvillosités dans la bordure en brosse sont inégales et irrégulièrement espacées. Elles sont de taille inégale et irrégulièrement espacées. Elles sont de taille inégale. Le diamètre, ce diamètre est supérieur à ce diamètre, ce diamètre est supérieur à ce diamètre. Elles ont des diamètres différents et elles sont sur une coupe sagittale, elles sont irrégulièrement espacées. Vous remarquez des creux. Là, c'est un trou, là, c'est un trou, là, c'est un trou. D'accord? Des trous ou des creux entre les microvillosités. Pourquoi? Parce que dans la bordure en brosse, on avait dit qu'elles sont de taille différentes et irrégulièrement espacées. Récapitulons, nous sommes en train de voir les microvillosités. Les microvillosités sont contenues dans le pôle apical des cellules. Nous avons vu deux types de microvillosités, en fait trois types de microvillosités. Les deux premiers, c'est l'organisation des microvillosités en bordure en brosse et en plateau strié. On les retrouve dans les cellules d'absorption. Le plateau strié est retrouvé dans la cellule intestinale. Les microvillosités à ce niveau sont de même taille, de même longueur et régulièrement réparties, régulièrement espacées. Au niveau de la cellule rénale, nous retrouvons surtout des microvillosités regroupées en bordure en brosse. Cette bordure en brosse, elle contient des microvillosités qui sont de taille différente et qui sont irrégulièrement espacées. Au niveau des cellules sensorielles que nous allons voir tout de suite, et dans l'oreille interne, nous avons des stéréocytes qui sont organisés en rangées. Dans les cellules épididymaires, nous avons aussi des stéréocytes, cette fois qui sont organisés en pinceau. D'accord? Les microvillosités sont soutenues de l'intérieur par un axe filamenteux composé de filaments d'actine. Les microvillosités possèdent
une architecture interne assurée par le cytosquelette. Le cytosquelette. Les microvillosités sont soutenues de l'intérieur par un axe filamenteux composé de microfilaments d'actine. Donc, ما يقدروش يجيو à l'origine du chapeau بلا ما يكون عندهم un squelette. Un squelette, c'est un prolongement de le cytosquelette. Donc, le cytosquelette intervient dans l'architecture des microvillosités. Les microvillosités possèdent un squelette de filaments d'actine. Les microvillosités possèdent un squelette de filaments d'actine. Les microvillosités possèdent un squelette de filaments d'actine. Les microvillosités possèdent un squelette de microfilaments fins d'actine. Très bien. Vous le voyez au centre. Balayage du pôle apical d'un entérocyte. L'entérocyte, je fais une bordure en... Attention. Fait un plateau strié. Très bien. Fait un plateau strié et vous voyez l'aspect qui est égal. L'aspect qui est égal. L'aspect qui est égal. Réplique des microvillosités de l'entérocyte. Donc l'entérocyte présente un... Qu'est-ce qu'elle présente? Torton. Comment appelle-t-on l'organisation des microvillosités au niveau de l'entérocyte? Plateau strié. Plateau qui met plateau talbed. D'accord? Un plateau. D'accord? Aïto. Il y a un peu de courage. Un plateau strié. Un plateau strié. Maintenant, elles sont organisées. Je vous promets que les prochaines séances, nous allons déposer. Mais pour faire le programme d'une année en quelques heures, c'est comme ça qu'il faut faire. Très bien. Aspect au microscope électronique-balayage. Maintenant, on va passer à l'épididyme. Regardez, micrographie des stéréocytes de l'épididyme. Notez leur longueur importante et leur extrémité flexueuse. Donc, elles sont longues et elles se fléchissent, l'extrémité. Comme un pinceau. Comme les différents fils d'un pinceau, oui. Elles sont immobiles comment? Si, elles sont mobiles. Elles sont mobiles parce que ces stéréocytes vont intervenir dans la mobilisation ou la migration du sperme et du spermatozoïde. D'accord? Mais si du sperme, des spermatozoïdes, parce que la constitution finale du sperme elle est obtenue après passage par les vésicules séminales ou la prostate, etc., etc. Très bien. Donc, si, ils sont mobiles, hein? Si. Je ne sais pas si on va parler de leur physiologie. Le pôle apical des cellules auditives dans l'oreille interne porte des stéréocytes disposés en rangées. Vous voyez, les rangées. Il s'agit de microvillosités en escalier. C'est pour ça que je les ai dessinées en escalier. Elles sont de longueurs différentes. D'accord? Reliées entre elles. Elles sont reliées par ces jonctions. C'est ce qui permet à la mobilisation d'un stéréocyte va permettre la mobilisation des autres parce que les deux sont reliés. C'est comme un peu le domino. ما تحكموا le domino تحت واحدة فوق واحدة parallèlement ما تطبعوا واحدة يطيحوا كامل. C'est un peu la même chose. Micrographie en microscope électronique à balayage montrant la disposition en rangée et la taille croissante. Croissante, elle augmente progressivement. هذا قصير وما هذا شوية طويل عليهم وما هذا شوية طويل عليهم وما هذا شوية طويل عليه etc. Oui, greffe les cellules auditives, oui. Croissante de la touffe stéréociliaire des cellules de l'oreille interne. Caractère important pour la transmission des signaux sonores qui montrent le comorbide. Ce n'est pas important de rentrer dans ces détails. Dans d'autres types cellulaires non polarisés, les microvillosités sont courtes et éparses, sans arrangement particulier. Voyez, elles sont réparties d'une façon homogène, mais cache un pôle apical ou un pôle basal, parce que c'est une cellule non polarisée. C'est une cellule non polarisée. Très bien. Donner la composition moléculaire des différenciations apicales dans les cellules absorbantes. Caractéristiques ultrastructurales d'une microvillosité.
Au fort grossissement, l'axe filamenteux est composé de microfilaments fins d'actine. Vous voyez, j'ai pris les microvillosités de tout à l'heure, j'ai pris les microvillosités, c'est au niveau de la bordure en brosse, non? Ben, j'ai réalisé une coupe. D'accord? Je réalise une coupe et je regarde d'en haut. Hop. Je prends la partie barque et je la regarde. Je la regarde d'en haut. Et en fait, c'est une coupe. Je prends la partie barque et je la regarde. شوف الدويرات اللي يخرجوا لي هذه c'est une microvillosité, هذه كامل c'est une microvillosité. À l'intérieur des microvillosités, je peux remarquer qu'il y a des filaments fins d'actine, Donc il y a une membrane trilamellaire, notre chère membrane, vous voyez, c'est une membrane unitaire. هذا c'est un prolongement de la membrane plasmique, صح ou là. Donc puisque c'est la membrane plasmique qui est en train de se prolonger. Membrane plasmique. Donc les microvillosités sont constituées de membranes plasmiques. Et ils vont avoir la structure trilamellaire d'une membrane plasmique. Excellent. Filament fin d'actine, et ça c'est le glycocalyx. Le glycocalyx est bien sûr situé en dehors. Ça c'est quoi? Ça, c'est quoi? Excellent. C'est le milieu extracellulaire. C'est le milieu extracellulaire. Ça, c'est le glycocalyx. Ça, c'est le milieu intracellulaire. D'accord? Cette partie, c'est quoi? Cette partie-là, la partie, c'est ça. D'accord? Très bien. On continue. Caractéristique ultrastructurale d'une microvillosité. On continue, ultrastructure, glycocalyx en dehors, les filaments d'actine en dedans, le plateau terminal, ça c'est la partie inférieure. Le plateau terminal c'est quoi? C'est avec le revêtement fibreux, comment ça s'appelle? Comment on appelait ça? Excellent, le plateau filamentaire, le revêtement filamentaire situé à la partie interne. Il va donner les filaments fins d'actine qui vont donner l'architecture des microvillosités. Très bien. Voyez, il va donner des filaments fins d'actine. Les composants moléculaires d'une microvillosité. Donc, qu'est-ce que j'ai comme composant au niveau d'une microvillosité? Ça, c'est les filaments de cytokératine. Ça, c'est des filaments d'actine qui sont liés à la spectrine. On appelle la spectrine est un moyen d'adhésion entre les protéines transmembranaires ou les protéines membranaires intrinsèques, ou les protéines ancrées et les protéines du cytosquelette. Donc G-lactine, elle se lie à la membrane par la spectrine, l'anchyrine, etc. D'accord? Elle émet des prolongements. Donc, tout ce qui est en orange, c'est des microfilaments fins d'actine. Les microfilaments fins d'actine sont liés à la membrane plasmique par la myosine 1. Une protéine s'appelle la myosine 1. D'accord? Et les filaments fins d'actine sont aussi liés l'une à l'autre par de la spectrine. Il y a des spectrines. Donc ça c'est de la spectrine, ça c'est de l'actine, ça c'est de la myosine. Très bien. On appelle ça un faisceau serré de microfilaments fins d'actine. Pourquoi on appelle ça filament serré? Parce que les différents filaments sont serrés l'un avec l'autre par la spectrine. Et ça c'est une région apicale amorphe qui n'a pas de forme spécifique. Très bien. Fonction des différenciations apicales des épithéliums absorbants, les microvillosités du plateau strié et de la bordure en brosse augmentent la surface membranaire au contact de la lumière. Donc, ils augmentent l'absorption et la réabsorption et la sécrétion.
ils augmentent la surface d'échange. Ils augmentent la surface d'échange. Les membranes des microvillosités sont riches en transporteurs nécessaires à l'absorption des molécules présentes dans la lumière. On va voir dans le cours perméabilité, mais au niveau intestinal, les microvillosités sont très riches en glutes, ils sont très riches en S-glutes, ils sont très riches en glutes 2, ils sont très riches en glutes 5. Les glutes 2, où attention, les glutes 2, le pôle basal. Suivez-vous là. On a les S-glutes, les glutes 1, les glutes 5, transportent les molécules glucose, galactose, fructose. Fructose, c'est le glute 5. De la lumière vers le pôle apical, les trois molécules, glucose, galactose et fructose, sont transportées de l'entérocyte vers les vaisseaux sanguins via des glutes 2. Une minute, je reviens. Vous avez de la chance. Si vous avez un film, on va faire ça. Monsieur Kamel, c'est-à-dire qu'on doit la fermer. On doit sortir. Une petite partie, on va. Comme ça, marche pas. Bon, très bien. On continue la séance, on arrête l'enregistrement, on discute. D'accord? On essaie de rajouter 5 minutes et on finalise. D'accord? Donc, très bien. Au niveau des microvillosités, il y a une richesse en molécules de transport. Les cellules sensorielles de l'audition dans l'oreille interne portent des stéréociles en rangée, comme on a dit. Donc, c'est des stéréociles qui sont organisés en escalier et qui permettent la transmission la transformation d'un message physique en un message chimique. Stéréociles dans la cellule sensorielle. C'est ce que je décrivais tout à l'heure. On a des ondes. Les ondes, elles sont transmises au tympan. Le tympan va vibrer le marteau enclume. D'accord, enclume étrié. C'est l'oreille interne. L'oreille interne contient de l'endolymphe. Il y aura une mobilisation de l'endolymphe et c'est elle. D'accord, c'est elle qui permet la mobilisation des cellules. Ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails de la physiologie auditive. L'essentiel, il faut savoir qu'il y a des stéréociles. D'accord? Très bien. Dans les cellules sensorielles toujours, grâce à leur disposition, les stéréociles des cellules sensorielles assurent la transformation de la vibration sonore en un message nerveux. Je comme un message physique en un message chimique. Chimique ou un message nerveux, c'est l'émission de glutamate et la transmission pas synaptique, la transmission d'une dépolarisation. La transmission d'un message de dépolarisation ou là de repolarisation. On va voir entrée d'ion et donc modification du potentiel membranaire, transmission synaptique aux régions cérébrales de l'audition. L'essentiel, c'est l'endolymphe. L'endolymphe va vibrer ou là va se mouvoir. En réalisant ces mouvements, il va pousser ces cellules. Et en poussant ces cellules vont changer la sécrétion des neurotransmetteurs. Ce changement de sécrétion de neurotransmetteurs va faire en sorte qu'il y ait une audition. Il va se déplacer, l'endolymphe va se déplacer. En se déplaçant, il va déplacer ces cellules. Ces cellules vont envoyer un message électrique. D'accord? Très bien. La différenciation. Je veux qu'il déroule le cours sur la physiologie de l'audition, mais il n'y a pas intérêt de détailler cela. D'accord? En deuxième année, déroule. Ah bon? Allez. Très bien. Donc, on a terminé avec
avec les différenciations apicales. On laisse les différenciations basales pour les prochaines séances.